excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On voit tout d'abord la signature de ces deux accords de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial. C'était au palais présidentiel. Ces accords sont relatifs au transfert et au fonctionnement du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Le CERFAM, qui veut éradiquer la faim en Afrique, a vu le jour en Côte d'Ivoire en 2019. Cette rencontre maintenant entre Christian Estrosi, maire de Nice, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé à la fin de son séjour en Côte d'Ivoire. Ils ont échangé sur 11 ans de partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les liens unissant la commune de Nice et la ville d'Abidjan. Et puis nous allons poser nos valises à l'école ivoirienne des sourds située dans la commune de Yopougon. C'est un établissement qui œuvre pour l'inclusion et le bien-être des personnes en situation de handicap. Fondé en 1974, l'école accueille 250 pensionnaires. Comment apprennent-ils? Dans quelles conditions? On va le savoir dans quelques instants. Bienvenue à vous tous. On démarre tout de suite avec la signature de ces deux accords de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial. C'était au palais présidentiel. Ces accords sont relatifs au transfert et au fonctionnement du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Le CERFAM, qui veut éradiquer la faim en Afrique, a vu le jour en Côte d'Ivoire en 2019. Sur le contenu de ces accords, voici le reportage d'Alexis Ouedraogo. Les deux accords de partenariat signés ce mardi à la présidence de la République actent le transfert du CERFAM, Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, à l'État de Côte d'Ivoire. Ils en précisent aussi le fonctionnement. L'État de Côte d'Ivoire, à travers la création du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM, a su créer une dynamique et a su démontrer un leadership remarquable en matière de promotion de la nutrition au niveau continental. Ces nouveaux accords marquent aujourd'hui une transition importante dans la gestion du CERFAM, à travers le renforcement du partenariat avec le PAM, mais surtout avec toutes les parties prenantes concernées par la lutte contre la faim et la malnutrition, en particulier les agences sœurs des systèmes des Nations Unies. Créé en 2019 par la République de Côte d'Ivoire avec l'appui du Programme alimentaire mondial, le centre travaille à accélérer les progrès pour éradiquer la faim et la malnutrition sur le continent. Le CERFAM, désormais propriété de l'État de Côte d'Ivoire, placé sous l'autorité du vice-président de la République, son Excellence M. Temoko Mele Kone, ouvre son partenariat dans une synergie d'action à toutes les parties prenantes. En outre, son périmètre d'action s'élargit à tous les États africains désireux d'apprendre les uns des autres. L'identification, la documentation et le partage de pratiques adaptées aux réalités africaines sont au cœur des missions du CERFAM et sont essentielles pour des solutions durables sur le continent. Au plan national, la lutte contre la faim et la malnutrition constitue un des piliers prioritaires structurels des plans nationaux de développement successifs. Il en sera de même du prochain plan national de développement couvrant la période 2026-2030 en cours d'élaboration. Notons que le PAM reste l'une des plus grandes organisations humanitaires au monde. Il utilise l'aide alimentaire pour ouvrir la voie à la paix pour les personnes qui se remettent d'un conflit, d'une catastrophe ou encore de l'impact du changement climatique. Voilà, le PAM, partenaire de la Côte d'Ivoire, tout comme la France, notamment la ville de Nice, son premier magistrat en visite en Côte d'Ivoire a réaffirmé les liens solides d'amitié et de coopération qui unissent la ville à celle d'Abidjan. Avant de retourner en France, Christian Estrosi a échangé avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Marie-Chantal Akandan, Adama Kéré. Après 2 jours intenses à Abidjan, Christian Estrosi, maire de Nice, a renforcé les liens franco-ivoiriens au plus haut niveau. Sa rencontre avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé a réaffirmé l'importance d'une coopération solide entre les deux pays. Je quitte à grand regret ce soir la Côte d'Ivoire pour retrouver la Côte d'Azur, qui n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire, tellement ce pays est magnifique. Il est dans mon cœur, comme tous les Ivoiriens, auxquels je veux dire toute mon affection, parce que c'est un peuple
magnifique de cœur, de générosité, et dire aussi combien nous avons beaucoup de chance entre responsables publics avec le Premier ministre d'avoir cette relation si étroite, si respectueuse et si responsable pour l'intérêt de nos deux pays. Quand il y a de la croissance en Côte d'Ivoire issue de nos partenariats, c'est aussi de la croissance pour la France. Et nous voulons rassurer nos administrés. Ce qui compte avant tout, c'est l'intérêt général et le service public que nous devons leur apporter pour leur bien-être et pour leur famille. Une visite qui consolide une relation de confiance et de développement mutuel. Autre volet de l'actualité, après l'Assemblée nationale, le Sénat, 4 ministères ont présenté leur projet de budget 2025 devant les sénateurs. Didier Nguessan, Célestin Frodo. Après son adoption en plénière à l'Assemblée nationale, le projet de budget de l'État pour 2025 est présenté au Sénat. La matinée du premier jour est consacrée à la loi portant ratification de l'ordonnance portant lui-même réforme des impôts, salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés, de même qu'à la loi portant budget pour l'année 2023. Ce projet d'ordonnance induit beaucoup de progrès social parce qu'il s'inscrit dans le cadre en fait des facilités qui sont faites par l'État aux populations pour leur permettre d'avoir un niveau de revenus suffisant. Donc avec cette réforme, les salariés auront à payer donc moins d'impôts sur les salaires, ce qui leur permettra de disposer de revenus beaucoup plus importants pour faire face à leurs besoins. L'après-midi, le ministre des Finances et du Budget a introduit de manière générale le projet de budget 2025, le présentant dans ses grandes articulations. La mission composée du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et son ministère délégué a présenté et défendu son budget estimé à 146 milliards 236 millions de francs CFA. Après les recommandations du groupe parlementaire RHDP, le budget est adopté. Le président de la commission a dirigé de main de maître les travaux et nous repartons d'ici satisfaits parce que la représentation nationale aujourd'hui nous donne les moyens d'accomplir notre travail en toute sérénité. La mission Défense, Sécurité et Justice, composée de 3 ministères, dont le ministère d'État, ministère de la Défense, a également présenté son projet de budget. Budget 2025 qui s'établit à 441 milliards 598 millions, répartis en personnel 208 milliards, biens et services 182 milliards, transferts 830 milliards et en investissement 50 milliards, ce qui connaît une hausse de 11,32%. Le programme défense, bien entendu, géré par l'état-major général des armées, qui comprend toutes les armées, que ce soit la terre, que ce soit la mer, que ce soit les airs, et les forces spéciales, bien entendu, ainsi que les structures attachées. Donc, à l'état-major général, le programme se décline en 3 actions, principalement. La coordination des activités des armées et des forces spéciales, le renforcement des capacités opérationnelles des armées et des forces spéciales, et enfin la participation à la sécurité régionale internationale. Au titre de la gestion 2025, mon département ministériel soumet à votre bienveillante attention un projet de budget de 836 milliards 771 millions 840 696 francs. Par programme, ce budget est réparti de la manière suivante. Administration générale, 11%, sécurité intérieure, 27%, décentralisation, 22%, administration territoriale et d'identification, 10%, protection civile, 2% et comptes spéciaux du Trésor, 28%. Le projet de budget du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme au titre de la gestion 2025 d'un montant de 122 milliards 499 millions est réparti par nature de dépenses comme suit. Personnel, 55 milliards 931 millions de francs CFA, soit 45,66%. Biens et services, 35 milliards 871 millions de francs CFA, soit 29,28%. Transfert, 4 milliards 301 millions, soit 3,51%. Investissement, 26 milliards 394 millions, soit 21,55%.
La présentation du projet de budget 2025 de l'État devant les sénateurs va durer 5 jours. Je vous l'avais promis, nous y sommes. Rendons-nous à l'école ivoirienne des sourds située dans la commune de Yopougon. C'est un établissement qui œuvre pour l'inclusion et le bien-être des personnes en situation de handicap. Fondée en 1974, l'école accueille 250 pensionnaires. Comment apprennent-ils? Dans quelles conditions? Élément de réponse avec Yves Niazalé et Hervé Nbois. Nous sommes à l'école ivoirienne des sourds à Yopougon, un lieu où le silence devient une richesse de communication. Ça, c'est combien? C'est combien? 8. Ok, donc tu continues. Dans cette classe de CE1, les élèves suivent attentivement le cours dispensé par l'enseignant. Un moment de concentration où chaque geste compte. Nos enfants sont beaucoup visuels. Donc, très souvent, quand nous faisons des cours, nous appuyons sur des images pour qu'ils puissent comprendre les cours, puisqu'ils n'entendent pas. Et puis, il faut dire que dans le domaine du handicap, il faut dire que l'audition représente près de 80% dans l'apprentissage d'un enfant, ce qui n'est pas le cas chez nous, puisque nos enfants ils ont une perte d'audition. Les documents qui sont proposés sont les mêmes que les écoles dites normales. Nous transcrivions simplement les mêmes documents en langue des signes. Au-delà de l'enseignement général, l'école ivoirienne des sourds forme ses élèves à l'apprentissage au métier. La formation professionnelle est une nouvelle entité au sein de l'E6. Donc, elle est composée de 4 classes. Il y a l'initiation, il y a la pâtisserie, la couture et puis la cordonnerie. L'école des sourds n'est pas vraiment connue. Donc, du coup, les parents qui prennent connaissance de l'école ont souvent des enfants qui sont déjà en âge avancé. Donc, étant grands, on les inscrit directement à la filière professionnelle. Et étant donné aussi qu'ils ne savent pas lire, on les emmène faire l'initiation pour apprendre à écrire, à compter. Et à la suite de ça, maintenant, on les oriente dans les différentes filières. Il est 10 heures, c'est la pause. Les élèves jouent, discutent autour de leur collation. Les enfants font tous les jeux que les autres enfants des écoles dites normales font. Un moment particulier pour Joseph, élève en classe de CM2. Je suis très content d'être à l'école ici. On est tous internes. Quand on finit de manger, on se met en rang pour aller faire la sieste. Après la sieste, on retourne en classe. J'aime beaucoup les exercices de mathématiques. J'aimerais devenir enseignant pour aider les sourds à être intégrés dans la vie. 2 heures après, c'est la fin des cours pour la matinée. C'est également l'heure du déjeuner. Fondée en février 1974, l'école ivoirienne des sourds est dirigée depuis novembre 2012 par Dieudonné Okou. L'école ivoirienne pour les sourds est une institution spécialisée dont la mission est de donner une formation pédagogique et culturelle aux enfants déficients auditifs âgés de 4 à 15 ans. Nous partons de la maternelle au CM2. Elle a été créée par un pasteur américain du nom de Andrew Foster en 1974. Et donc, c'est d'une initiative privée que l'école est née. Et donc, depuis 2010, l'école est passée sous tutelle à part entière de l'État ivoirien. La formation professionnelle est aujourd'hui prisée par les parents au niveau de l'école. Nous avons instauré la formation professionnelle pour permettre aux enfants qui ne terminent pas le cursus scolaire normal de s'orienter vers la deuxième chance que l'école peut leur offrir au niveau de la formation professionnelle. Outre la formation et l'intégration dans le monde professionnel, l'épanouissement social des 250 élèves de l'école ivoirienne des sourds est également au cœur des priorités des responsables de cet établissement à besoins particuliers. On en vient maintenant à la signature de ces 2 accords pour la construction d'une centrale thermique à Songon et une unité solaire à Katiola. Des conventions signées par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Ces projets visent à diversifier et à augmenter les capacités de production d'électricité de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend l'enseignant Bakayoko. La première signature est un avenant à l'accord conclu avec Songon Énergie pour la construction et l'exploitation d'une centrale thermique à cycle combiné de 372 MW. L'objectif principal de cet avenant est de permettre le bouclage financier du projet et sa mise en œuvre effective. Il prend en compte les évolutions majeures, notamment les ajustements aux conditions de financement, ainsi que les modifications techniques requises par le contractant
l'EPC central, le contractant EPC CREAC, le fournisseur des turbines et les bailleurs de fonds. Le bouclage du financement marque le démarrage du projet qui sera exécuté sur 36 mois pour 342 milliards de francs CFA. La seconde signature concrétise la construction d'une centrale solaire à Katiola, 50 MW de puissance installée. D'un coût de 33 milliards de francs CFA, cette centrale va être financée via un partenariat public-privé et sera opérationnelle au plus tard en décembre 2026. La signature de la convention Katiola Solar Power s'inscrit dans une dynamique de notre quête de diversification et d'augmentation de la part des énergies renouvelables, plus particulièrement l'énergie solaire dans notre mix énergétique. Les deux projets, l'un thermique et l'autre photovoltaïque, démontrent la volonté de la Côte d'Ivoire de garantir une énergie fiable, durable, compétitive, non seulement pour les besoins nationaux, mais aussi pour alimenter le marché régional en électricité. Le parc de production électrique de la Côte d'Ivoire s'élève aujourd'hui à 2907 MW. Il devrait culminer à 8600 MW d'ici 2040. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué émanant du ministère d'État, ministère de la Défense. Un exercice tactique interarmé mené par les forces armées de Côte d'Ivoire se déroulera dans la région du Zanzan du mercredi 4 au samedi 14 décembre 2024. L'exercice vise à mettre en cohérence les capacités opérationnelles en interarmée et à éprouver la mise en œuvre du soutien médical en opération. Cet entraînement qui engagera des moyens terrestres verra des déplacements de troupes et de véhicules blindés de jour comme de nuit. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuels désagréments tout en s'engageant à en réduire l'impact, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Connaissez-vous le médiateur de la République, le médiateur de la RTI? C'est un observateur indépendant qui sert d'interface entre le média du service public et les téléspectateurs, auditeurs ainsi que les internautes. Cependant, son rôle n'est pas toujours connu du grand public. Walter Amadou Ouattara et Jamasso ont rencontré le nouveau médiateur de la RTI en la personne de Brahima Doumia, ex-directeur de RTI Bouaké. Reportage. Même s'ils sont conscients de l'important rôle joué par un médiateur, des citoyens approchés dans les rues d'Abidjan méconnaissent l'existence de celui de la radio-télévision ivoirienne RTI. Le médiateur, c'est une personnalité qui joue le rôle de réconciliateur entre deux personnes ou bien deux entités. Le médiateur de la RTI, non, je n'en ai pas encore entendu parler. Cependant, ils font des propositions. S'il existe, moi je souhaiterais que le médiateur de la RTI puisse permettre à tout un chacun de s'exprimer. La plupart des Ivoiriens suivent beaucoup les médias étrangers. Si cela peut permettre aux Ivoiriens de se réconcilier avec leur télé, ça sera la bienvenue. Bien vrai que je ne le connais pas, mais je pense qu'un médiateur a toujours sa place. Et nous souhaitons qu'il s'appuie sur la promotion de la technologie en Côte d'Ivoire. La RTI a un nouveau médiateur. Il s'agit de Brahima Doumbia, précédemment directeur de la chaîne régionale RTI Bouaké. Il est désormais nommé médiateur de l'information et des programmes. Décision du conseil d'administration de la RTI après un appel à candidature. Il partage ici quelques points de sa nouvelle mission. Le médiateur de la RTI sert d'interface entre le public et la RTI, les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes. Le médiateur est à l'écoute du public et fait droit à son droit à l'information. Le nouveau médiateur de la RTI lève également un coin de voile sur ses priorités. Nous allons faire en sorte que la médiation de la RTI soit assez connue, parce que c'est une structure où ils peuvent faire des plaintes lorsqu'ils ont des récriminations à l'endroit de notre maison, et le médiateur doit leur apporter des réponses. Aux téléspectateurs, surtout parce que nous faisons la télé et la radio pour eux. Ils peuvent compter sur la médiation pour l'amélioration des programmes de la RTI, de telle sorte que
ils soient satisfaits de notre maison. C'est aussi notre rôle. Observateur indépendant, le médiateur de la RTI a aussi un rôle de veille et d'alerte pour les cas pouvant entraîner des poursuites devant les tribunaux. C'est en 2014 que la radio-télévision ivoirienne s'est dotée d'un poste de médiateur de l'information et des programmes. Le premier à avoir occupé ce poste est Ibrahim Koné. C'est certainement grâce à l'interaction que la RTI continue d'être performante et à glaner des lauriers. En témoignent ces récompenses obtenues lors des awards de la Journée nationale de la gestion des projets, une soirée organisée par le PMI, Project Management Institute. La RTI a reçu plusieurs prix, notamment le Grand Prix, celui du meilleur chef de projet de l'année. Davis Oyo a les détails. Le représentant de la RTI vient donc recevoir le prix d'excellence du meilleur projet TV et des médias de l'année. La RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, en démonstration de force aux awards de la Journée nationale de la gestion de projets. La télévision nationale glane 2 trophées, le prix d'excellence du meilleur projet TV et des médias de l'année et le Grand Prix, celui du meilleur chef de projet de l'année. Le projet qui a été présenté, c'est le projet de la couverture médiatique de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Et ce trophée est la marque que le travail qui a été fait pendant la CAN par la RTI a été apprécié par les professionnels du management des projets et aussi par les nombreux téléspectateurs, auditeurs et internautes qui ont suivi nos différents programmes lors de cette grande compétition. 7 autres prix sont aussi décernés à des entreprises et chefs de projet pour leur créativité et leur impact sur la société. Le projet qui nous a décerné ce prix est un projet d'insertion des jeunes qui s'appelle Youth Job, que nous avons mis en place, qui cette année a pu aider plus de 116 jeunes à avoir un travail. Pour la Côte d'Ivoire, c'est important d'avoir des événements comme ça qui récompensent l'excellence et qui permet à chacun d'avoir des standards dans la gestion de projet. J'espère que ça va continuer et que chaque année, on pourra avoir un événement de ce genre. Cette nuit de distinction organisée par le PMI, Project Management Institute, vise à célébrer l'excellence dans l'univers de la gestion de projets. Célébrer l'excellence est une manière de pouvoir faire la promotion des bonnes pratiques et des standards en gestion de projet pour nous permettre d'élever le niveau de vie en Côte d'Ivoire, de pouvoir aussi contribuer à la stratégie actuelle de positionner la Côte d'Ivoire en tant qu'un pays émergent à travers le succès dans la gestion des projets. Au total, ce sont 9 trophées décernés aux lauréats et ces lauréats sont issus de divers domaines d'activité, notamment dans les secteurs agricoles, audiovisuels, BTP et du digital. En bref, en image, les brigades de gendarmerie du Tchologo renforcent leur capacité d'action grâce à un don de matériel offert par l'ONG suisse Cogenta. C'est dans le cadre du projet Sécu-Nord 2, financé par l'Union européenne. Ce soutien comprenant véhicules, motos, équipements de protection et d'analyse de scènes de crime vise à améliorer la sécurisation des frontières nord face aux menaces terroristes et à la criminalité transfrontalière. C'était en présence du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Jean-Paul Malankofi. On s'arrête à présent sur l'installation Atekoubé de la Coalition nationale pour le sursaut. Le CONASU, section Atekoubé, est une volonté de son président, Zanga Coulibaly, de poursuivre la dynamique de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. On voit cela avec Godefroy Okamawa. C'est dans une ambiance empreinte de fraternité que la coordination de la Coalition nationale pour le sursaut CONASU d'Atekoubé a été investie. Dominique Brou a été installé à la tête de cette coordination en présence des guides religieux, autorités administratives et coutumières. Il aura pour mission de rassembler les populations autour des valeurs de paix et d'unité. C'est des sentiments de joie, des sentiments qui vont nous amener à entretenir la cohésion et la paix dans notre localité. Les premières actions à mener pour le futur, c'est la sensibilisation auprès de nos différents responsables et les points focaux des différentes structures de la commune d'Atekoubé. L'avenir de ce pays-là repose sur la paix. Voilà, vous voyez que le président Alassane Ouattara est en train d'abattre les cartes du développement de la Côte d'Ivoire. Et pour que cette Côte d'Ivoire puisse arriver à un niveau respectable, il faudrait qu'on cultive la paix pour accompagner les actions du président. Le président national, Zanga Coulibaly, a insisté sur la préservation de la cohésion sociale et de la paix dans la commune d'Atekoubé. La paix est la meilleure chose à préserver. Chacun
chaque jour, quand on se lève, peut poser des actions citoyennes. L'action citoyenne que nous recommandons à nos populations, c'est d'être ce nouveau Ivoirien qui doit être excellent dans tous ces domaines. L'excellence dans le comportement et pouvoir inspirer confiance en cette nation pour que la démocratie, la maturité du peuple ivoirien doit être reconnue partout. La CONASU, quelle contribution au maintien de la cohésion sociale et d'une stabilité politique nationale durable est le thème qui a servi de réflexion au cours de cette investiture. Elle marque une autre étape dans la vision de la CONASU qui entend construire des valeurs de solidarité et de l'acceptation de l'autre. Des valeurs prônées par le gouvernement et matérialisées en période difficile pour les populations, à l'image de ces dons du gouvernement ivoirien et du conseil régional du Cavali aux familles sinistrées après les fortes pluies diluviennes survenues dans les départements de Taï, Toulepleu, Bleu-le-Quin et Guiglo. Siakakone. 900 sacs de riz, 150 cartons d'huile, 10 tonnes de ciment, 500 feuilles de tôle et de pâtes alimentaires. Voici les dons du gouvernement et du conseil régional du Cavali aux populations sinistrées suite aux pluies diluviennes survenues dans les départements de Toulepleu, Taï, Bleu-le-Quin et Guiglo. Au compteur, de nombreux dégâts matériels. Le préfet de la région du Cavali et du département de Guiglo, Dongo Kobena, a exprimé la compassion du gouvernement aux familles. Le gouvernement, à travers ce geste de cet après-midi, voudrait donc vous traduire toute sa compassion et vous apporter quelques dons, non pas pour compenser totalement tout ce que vous avez perdu, mais juste vous marquer sa solidarité. Madame le ministre d'État, dans le cadre des activités du Conseil régional, n'est pas restée aussi en marge, de sorte qu'elle a voulu aussi accompagner l'action du gouvernement. Ces dons constituent une véritable bouffée d'oxygène pour ces sinistrés du Cavali. Nous sommes très émus. En tout cas, nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un bon geste, un très bon geste. Ce sont au total plus de 800 ménages et 1400 plantations qui ont été inondées durant ces périodes de septembre et octobre 2024 dans la région du Cavali. À présent, le président du mouvement Force 2015 en tournée de remobilisation en vue des élections présidentielles de 2025. Charles Niaouré, qui était dans la région de la Nawa, a rencontré les responsables du mouvement de jeunesse pour porter un message. Sam Conan nous en parle. Ces leaders politiques, de jeunes et de mouvements, réunis au foyer des jeunes de Soubré, répondent à l'invitation de la Force 2015. Son président, l'honorable Charles Niaouré, est en tournée nationale pour porter un message. Et nous sommes venus inviter les populations de la Nawa à faire bloc derrière donc le président Alassane Ouattara et sa vision de développement de la Côte d'Ivoire et surtout à lui demander de porter la candidature de notre parti politique parce que nous savons qu'avec lui, ce sera le développement continu et c'est ce qui serait bénéfique pour l'ensemble de cette jeunesse, pour l'ensemble des populations. Et nous voudrons que la Nawa soit dans ce train et surtout avec le président Alassane Ouattara. Faire bloc autour de la vision du président de la République pour bien préparer l'élection présidentielle à venir. Soubré épouse cet engagement. L'arrivée donc de Charles Niaouré ici est salutaire, car ce qu'il nous a dit aujourd'hui, ça a permis aux uns et aux autres de comprendre l'enjeu qu'il y a en 2025 et que les militants du RADP doivent se réveiller, doivent aller sur le terrain, aller chercher les militants. À Miyagi, où la Force 2015 compte une puissante coordination, ces leaders politiques et d'associations n'ont pas boudé leur plaisir de venir écouter leur leader Charles Niaouré. Aussi sont-ils repartis, édifiés et gonflés à bloc pour le RHDP et son président Alassane Ouattara. Et nous avons perçu ces messages 5 sur 5 qui nous a mis en mission pour la victoire du président Alassane Ouattara en 2025. Et nous, Force 2015, nous sommes prêts. Nous sommes prêts aujourd'hui, nous sommes prêts demain, nous sommes prêts pour toujours pour le président Alassane Ouattara. Une détermination et des engagements qui viennent booster la volonté de la Force 2015 à aller partout, vanter les mérites de la politique sociale et de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Prochaine étape de cette tournée nationale de la Force 2015, Sassandra et San Pedro, toujours dans le district du Bas-Sassandra.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, en France, les dernières concessions de Michel Barnier à Marine Le Pen n'y auront rien changé. Le Rassemblement national a annoncé son intention de voter la motion de censure contre le gouvernement qui devrait être débattue ce mercredi après-midi. Le sort du Premier ministre semble donc d'ores et déjà scellé. Michel Barnier vit vraisemblablement ses dernières heures à Matignon. C'est maintenant Emmanuel Macron qui va devoir reprendre la main et trouver un successeur à celui qui ne sera resté que 90 jours en fonction si la motion de censure est votée. Et puis, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a proclamé ce mardi 3 décembre la loi martiale, affirmant que cette mesure était nécessaire pour protéger le pays des forces communistes nord-coréennes dans un contexte de débat parlementaire houleux sur le budget. Face à la mobilisation de l'opposition, le président a décidé de faire machine arrière au petit matin du 4 décembre et a annoncé le retrait de l'armée. Excellente nuit à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde. Bonsoir.